L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radicale, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. L'idéal de la femme blanche. Séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme. Mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique. Bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une nouvelle émission de Sortir du patriarcat-capitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Et nous allons maintenant entamer la deuxième saison de cette émission avec un épisode autour de la domination sexuelle masculine, comme élément constitutif de la domination masculine, de la domination patriarcale. Et cette émission fait suite à la dernière émission de la première saison de Sortir du patriarcat-capitalisme, qui portait sur la culture du viol. Et cette émission sera suivie d'une émission qui portera sur un sujet dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est l'inceste, donc comme une autre manifestation de la domination masculine patriarcale. Et on dit tout de suite qu'on ne parlera pas dans cette émission sur la domination sexuelle masculine de sujets qui peuvent s'y rapporter, notamment du travail du sexe et de la pornographie. Alors pour cette nouvelle saison, nous sommes toujours avec Sophia, l'habituelle co-animatrice de cette émission. Bonjour Sophia. Bonjour. Alors on va parler donc de ce sujet très important, de la domination sexuelle masculine, dont on a déjà donné quelques éléments dans l'émission précédente. Et comme l'émission précédente, cette émission se base notamment sur le livre de Noémie Lenoir, Pour en finir avec la culture du viol, qui donne pas mal d'éléments. Alors on peut peut-être directement commencer par dire ce qu'on entend par la domination sexuelle. Qu'est-ce que la domination sexuelle masculine ? Alors pour nous, il y a déjà deux types de domination sexuelle masculine, celle qui se déroule durant ou avant ou juste après l'acte sexuel, et finalement une partie de la domination sexuelle masculine qui ne se déroule pas du tout pendant l'acte sexuel, et c'est ce qu'on appelle la coercition pré-sexuelle, donc hors de l'acte sexuel. Peut-être qu'on pourrait commencer d'abord sur les différents types de violences sexuelles qui ont lieu lors de l'acte sexuel. Donc Noémie Lenoir en montre plusieurs. Il s'agit du viol, des violences sexuelles et ce qu'elle appelle de la coercition graduelle sexuelle. La coercition graduelle sexuelle peut partir d'un consentement éclairé et actif a priori au début de la relation sexuelle, mais simplement à un moment la relation sexuelle qui était jusqu'alors consentie cesse de l'être parce que des pratiques vont être imposées. Et en fait, plus prosaïquement, il s'agit d'une prise de contrôle du déroulement du rapport sexuel. Du coup, même, ça ne sera pas un viol parce que ça va pas être même des pratiques qui vont être différentes, mais ça va être la manière dont ça va être orchestré, en fait. Donc, Noémie Lenoir parle des différentes positions sexuelles qui vont être effectuées, de l'endroit de l'éjaculation, du rythme et de la profondeur de la pénétration, et de langage et de gestes humiliants, comme, je sais pas, tirer les cheveux ou serrer la gorge. Ça va pas être des pratiques sexuelles qui vont être condamnables en tant que viol ou violence sexuelle, mais on va rencontrer une prise de contrôle du déroulement du rapport sexuel par les hommes sur les femmes qui vont pouvoir se sentir humiliées, violentées, peuvent même se sentir violées, sans que pour autant ça tombe dans la définition juridique du viol. Et peut-être on pourrait rapidement rappeler quelle est la différence légale entre viol et violence sexuelle, puisqu'on a parlé de la différence entre viol et coercition graduelle sexuelle. Selon la loi, le viol, c'est tout acte de pénétration
Donc ça va être une fellation forcée va être un viol, mais une pénétration vaginale ou anale va être un viol aussi. Tandis que les attouchements sexuels vont pas être forcément des viols, mais vont être des violences sexuelles. Ok, d'accord. Et donc ça fait évidemment partie de la domination masculine sexuelle. Le harcèlement sexuel peut être également considéré comme une forme de la domination masculine sexuelle. Mais d'ailleurs, le harcèlement sexuel, il faut peut-être rappeler aussi qu'il peut avoir lieu hors du travail, mais aussi dans le cadre des relations de travail. Le harcèlement de rue fait partie de la domination sexuelle, mais lors de cette émission, on voulait se concentrer sur les rapports sexuels au sein du couple majoritairement, parce qu'ils sont souvent ignorés. Ouais, il constitue finalement l'essentiel même des violences sexuelles, de la domination masculine sexuelle, et le harcèlement sexuel existe également au sein du couple, et peut-être même d'ailleurs que la majorité des violences sexuelles de type harcèlement s'y déroulent. C'est ce ce dont on voulait parler quand on parlait de coercition présexuelle, c'est-à-dire toutes les coercitions qui ont lieu hors de l'acte sexuel, mais qui finalement permettent plus tard de la coercition lors de l'acte sexuel, parce qu'il va y avoir de la manipulation, du chantage, de la culpabilisation, des supplications, majoritairement d'hommes sur des femmes, en vue d'obtenir plus tard un rapport sexuel. Et cette coercition présexuelle, elle est d'ordre psychologique, mais aussi social, médiatique. La culture du viol dans les médias qui incite très fortement les femmes à finalement avoir des relations sexuelles avec leur conjoint, même si elles n'en ont pas vraiment envie, pour par exemple sauvegarder leur couple ou conserver l'amour de leur conjoint, en fait partie. Oui, finalement, c'est tout cet appareillage idéologique qui va notamment légitimer toutes les coercitions présexuelles que tu as mentionnées, la manipulation, le chantage, la culpabilisation, la supplication, qui vont dès lors apparaître comme légitimes, parce que légitimées par les médias, par la littérature. On a parlé dans l'autre émission des écrits de John Gray sur les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, et dans Mars et Vénus sous la couette. Il incite les femmes à se laisser faire. Et il y a de nombreux exemples. Récemment, il y a un ouvrage qui est sorti sur qu'est-ce qu'être un père. Et il incitait les pères à gentiment, je cite, gentiment forcer la main des femmes après un accouchement pour qu'elles reprennent les relations sexuelles. Donc on voit bien comment est-ce qu'il y a une légitimation de ça, et ça va être l'objet plus de la deuxième partie de l'émission, de tout cet appareil idéologique. Mais maintenant, il faut peut-être venir sur finalement la domination sexuelle, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle est, quoi. En fait, ton exemple dont tu viens de parler montre qu'à la fois que les violences sexuelles sont un moyen, une fin et une manifestation de la domination sexuelle. C'est-à-dire qu'on a besoin des violences sexuelles pour qu'il y ait une domination sexuelle. On fait des violences sexuelles pour en fait avoir accès au corps des femmes sans leur consentement et du coup à n'importe quel moment, etc. Et en même temps, l'existence même des violences sexuelles prouve la domination sexuelle, parce que si les hommes peuvent se permettre de faire ça sans être repoussés, sans être pointés du doigt ou traînés en justice, c'est bien qu'il y a une domination sexuelle patriarcale. Ouais, et d'ailleurs, pour reprendre un petit peu cette trilogie du moyen, de la fin et de la manifestation, on peut dire même à un niveau supérieur que la domination sexuelle elle-même est à la fois le moyen de la domination masculine, puisqu'en imposant des rapports sexuels aux femmes, les hommes vont renforcer finalement leur contrôle sur les femmes. Ça va être également, la domination sexuelle va être également en partie la fin de la domination masculine, parce que ça permet aux hommes de réaliser tous leurs désirs et tous leurs fantasmes au caractère plus ou moins sexualisé, notamment un fantasme de domination absolue, qui peut se retrouver parmi les motivations du viol. Et puis une manifestation également de la domination masculine, puisque le fait que les hommes puissent si facilement accéder au corps des femmes, ça montre bien effectivement que ce sont eux les dominants dans la société patriarcale. Tout ce qu'on vient de dire, ça fait écho à un débat qui date des années 70 sur est-ce que finalement les violences sexuelles, la domination sexuelle, est-ce qu'elles sont sexuelles ou est-ce que c'est simplement de la violence physique, mais pas particulièrement à caractère sexuel. Et la deuxième option, par exemple, était défendue par Foucault, pour qui un viol, c'est simplement comme se prendre un poing dans la gueule, quoi.
Et contre ça, certaines féministes disaient que non, il y avait bien une dimension sexuelle à la domination sexuelle et que c'était pas simplement un prétexte ou la même chose que des violences physiques, mais qu'il y avait bien quelque chose de sexuel dans la domination sexuelle. Mais du coup, peut-être que pour montrer la distinction entre violence pure, entre guillemets, à la Foucault, et violence sexuelle, on pourrait se rappeler de la distinction entre viol conjugal et viol non conjugal. Dans la majorité des viols conjugaux qui ont lieu dans dans le cadre de beaucoup de relations sexuelles conjugales, finalement, le mari va pas taper sa femme, il va pas lui donner de lui envoyer de points à la figure, mais il va juste avoir envie, entre guillemets, de tirer son coup, quoi. Et il va avoir envie d'une fellation à un moment, elle voudra pas, la femme ne voudra pas trop parce que peut-être qu'elle est fatiguée, la charge mentale, etc. Et du coup, il va insister, la manipuler, lui faire du chantage, de la culpabilisation, et elle va céder, elle va pas consentir. Clairement, pour moi, là, on voit la forme spécifique de violence parce qu'il y a un intérêt sexuel direct. Alors que peut-être c'est clairement du stéréotype, mais le viol dans la rue par un inconnu sur une inconnue, très violent, enfin le viol typique qui est décrit par les médias et dont on a critiqué le stéréotype dans l'émission précédente, va avoir plus à faire avec de la violence à la Foucault, à mon sens, et c'est pour ça que j'ai l'impression que Foucault oublie en fait le viol conjugal dans son analyse. Effectivement, si on analyse le viol comme il est décrit par les médias, en pleine rue, dans un endroit sombre, effectivement, on peut y voir de la violence à l'état pur, mais à mon sens, dans le viol conjugal, c'est plus délicat parce que justement, il y a un intérêt sexuel direct et qu'il n'y aura peut-être pas d'autres formes de violence, en fait, si ce n'est de la violence psychologique pour obtenir ces relations sexuelles à l'égard de la conjointe. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est une bonne distinction parce que c'est vrai que, par exemple, des violeurs qui avaient été condamnés, on en parlait dans l'émission précédente, avaient eu des rapports sexuels réguliers dans les jours précédents, donc on ne pouvait pas expliquer ça comme parfois c'est fait, par la misère sexuelle, etc. Et que c'est plus une volonté d'affirmation de la suprématie masculine qui se manifestait dans le viol, et que finalement la dimension sexuelle était pas forcément principale, probablement une composante, mais pas forcément principale. Alors que c'est vrai que dans le cas de la domination sexuelle conjugale, dont on parle principalement dans cette émission, les intérêts sexuels des hommes sont bien centraux comme motivation des violences sexuelles, des coercitions graduelles, etc., etc. Le fait d'avoir un accès libre au corps de sa conjointe pour réaliser ses besoins, ses désirs, ses fantasmes sexuels, c'est bien quelque chose qui est constitutif de la domination sexuelle et pas quelque chose d'accessoire. Et surtout quand on associe ces violences sexuelles à la coercition sociale dont on parlait tout à l'heure, la coercition médiatique, quand on ouvre des magazines féminins et qu'on voit l'incitation très forte des femmes à assouvir les entre guillemets besoins sexuels des hommes, on voit très bien que c'est lié à ces entre guillemets besoins sexuels, que c'est pas juste. Oui, et donc c'est pour ça que il faut, contrairement à ce que parfois certaines féministes radicales ont fait en désexualisant finalement complètement les violences sexuelles, en disant c'est simplement un moyen de contrôle ou c'est simplement une manifestation de la domination comme une autre, il faut bien dire qu'il y a bien quelque chose de fondamentalement sexuel dans les violences sexuelles conjugales, que la satisfaction des besoins sexuels, des désirs, des fantasmes des hommes sur leur conjointe est bien au cœur vraiment des violences sexuelles, et qu'on ne peut pas simplement se dire que c'est un moyen de contrôle dans une vision finalement qui serait purement instrumentale, alors qu'il y a bien une fin qui est effectivement, comme tu disais, de tirer son coup, et effectivement tous les appareils idéologiques dont tu as parlé poussent finalement les femmes à laisser les hommes accéder librement à leur corps, à leur sexe, etc., etc. Ça nous permet justement de passer à la deuxième partie de notre émission sur les structures matérielles et idéologiques qui permettent en fait la domination sexuelle. Ce que tu disais à l'instant, que par exemple les femmes sont, dès leur plus jeune âge, sont conseillées de ne par exemple pas de ne rien faire en cas de viol, parce que finalement ça aggraverait l'événement et peut-être que le violeur serait encore plus violent, ou peut-être qu'il les tuerait même. Et tout cet appareillage idéologique qui contraint finalement les jeunes filles à ne pas se battre, à ne pas crier, à ne rien faire, finalement on laisse encore plus libre accès à leur corps aux hommes,
sans pour autant jeter l'opprobre sur les femmes, bien entendu, mais plus sur l'appareil idéologique qui façonne les esprits féminins à ne pas lutter, à ne pas refuser l'acte sexuel. Oui, parce que finalement, dans voilà, ces structures idéologiques qui permettent la domination sexuelle, d'un côté, on diffuse tout un ensemble de messages qui sont destinés aux femmes à leur faire accepter cette domination sexuelle. Et d'autre part, il faut bien en parler, il y a aussi tout un ensemble d'idéologies qui légitiment finalement la domination sexuelle des hommes aux yeux des hommes eux-mêmes, et qui vont intérioriser qu'ils ont des besoins sexuels, que ces besoins sexuels sont irrépressibles, et que leurs copines peuvent bien faire un effort, etc., etc. Et finalement, ce que tu dis, ça repose sur le différentialisme et la contrainte à l'hétérosexualité qui sont présentes dès l'enfance. Et si par exemple, à la fois des stéréotypes sur les sexualités féminines et masculines très différentialistes qui sont dans lesquels baignent les enfants et les adultes, qui sont basés sur le différentialisme de genre, comme par exemple la dichotomie actif-passif, plus désirant, moins désirant, pénétrant, pénétré, etc., qui sont des oppositions qui semblent être naturelles, ou par exemple aussi la dichotomie entre l'homme agressif et la femme masochiste vont justifier ensuite l'intériorisation de l'accessibilité du corps des femmes par ces femmes, mais aussi vont justifier un pattern des relations sexuelles qui va se baser en fait sur une différence entre les femmes et les hommes, dans le cadre de laquelle les femmes vont être à la merci entre guillemets des hommes parce que plus faibles, etc. Qui a des sortes de proies qui vont devoir être chassées, etc. Oui, c'est effectivement fondamental ce différentialisme qui est en même temps, et ça c'est par exemple ce qu'expliquait Gayle Rubin quand elle expliquait finalement que l'hétérosexualité chez Lévi-Strauss, on pourrait presque la lire comme une institution artificielle pour créer une complémentarité entre les hommes et les femmes. Et elle le reliait à une dimension économique, mais on peut le relier aussi à une dimension sexuelle, c'est-à-dire que finalement, si les hommes ont des désirs, les femmes n'en ont pas, bingo, je veux dire, il y a entre guillemets une complémentarité, les femmes vont satisfaire les besoins sexuels des hommes, alors que si ils ont tous les deux des désirs sexuels et que ces désirs sexuels ne sont pas identiques, là effectivement, il peut y avoir des divergences, etc., etc. Et toutes ces oppositions dont tu as parlé, finalement, elles sont là pour faire en sorte que seuls les désirs sexuels des hommes vont être pris en compte, puisque les femmes sont passives. Donc finalement, elles n'ont qu'à recevoir, entre guillemets, le désir sexuel des hommes. Elles sont incompétentes par opposition aux hommes qui, eux, sont compétents sexuellement. Donc elles doivent se laisser faire parce que les hommes savent le faire. C'est par exemple ce qu'on voit très bien dans 50 nuances degrés. Évidemment, 50 nuances degrés, pour le coup, légitime ce stéréotype. Et puis, c'est pareil, les femmes n'ont pas trop de désir, donc elles doivent se laisser faire, ce qui fait qu'elles ne vont pas rechercher activement leur plaisir. Elles sont dans une espèce d'attente passive du plaisir. Et puis enfin, finalement, pour elles, la sexualité ne serait pas une fin en soi, mais le moyen, ce que tous les magazines féminins disent, le moyen de conserver leur couple, que leur homme soit heureux, que leur homme soit détendu, etc., etc. Et donc toute cette série d'oppositions sert à légitimer en fait la domination masculine et à nier en fait les désirs sexuels des femmes, leur autonomie et leur spécificité. Et peut-être juste pour finir sur la pénétration, qui peut paraître comme le seul élément de tout ça qui à la limite aurait un petit fondement naturel, en l'occurrence avec l'existence qui est médiatisée que depuis très, très peu de temps du fait que les hommes peuvent avoir des orgasmes prostatiques par pénétration anale, on voit bien comment est-ce que ce qui pouvait rester encore de cette soi-disant naturalité de l'homme pénétrant et de la femme pénétrée, en réalité, est aussi une construction sociale et qui joue sur la centralité de la pénétration, du coït, dont par exemple Andrea Dworkin a beaucoup parlé dans un livre qui s'appelle Coït. Pour revenir sur les différents stéréotypes des sexualités féminines et masculines, on pourrait même dire que ces stéréotypes sexuels reposent sur d'autres stéréotypes qui sont des facteurs favorables à la domination masculine, comme par exemple les différences physiques et d'expérience entre les femmes et les hommes, comme par exemple les femmes qui auraient des mains plus petites, qui sont plus fragiles, en général plus jeunes dans les couples,
qui sont des différences socialement construites, mais qui sont naturalisées par la société, et qui en fait permettent, qui sont des facteurs favorisants de la domination sexuelle, parce que forcément, si un homme est avec une femme plus jeune, il aura plus d'expérience sociale, professionnelle, il aura aussi plus d'assurance, d'argent, et elles seront plus facilement, entre guillemets, redevables, parce que elles auront besoin, entre guillemets, de leur apport économique. Et finalement, on pourrait dire que ces facteurs forcent, entre guillemets, les femmes à dépendre des hommes comme un groupe plus puissant économiquement, politiquement, physiquement aussi. Finalement, c'est important, à mon sens, de ne pas séparer les stéréotypes sexuels des stéréotypes de genre non sexuels, parce qu'en fait, ces stéréotypes sexuels, comme par exemple la femme passive et l'homme actif, si dans la société, enfin dans le cadre non sexuel, les femmes n'étaient pas aussi plus passives économiquement parce qu'elles ont moins de revenus, et les hommes plus actifs politiquement parce qu'ils ont la possibilité de l'être par la société, ces stéréotypes ne tiendraient pas aussi. Donc à mon sens, c'est plus large que simplement que d'être réduit sur le plan sexuel. Oui, effectivement, c'est important de rappeler qu'il y a une correspondance entre ces stéréotypes, donc l'idéologie d'une certaine manière, et les structures matérielles qui fondent ces stéréotypes. C'est-à-dire que ces stéréotypes ne sont pas simplement des fausses idées qu'il faudrait dénoncer, mais en réalité, elles traduisent aussi malheureusement des structures matérielles inégalitaires. Et effectivement, toute l'idéologie disons hétéronormative et différentialiste, elle cherche à mettre ensemble un groupe qui a l'essentiel du pouvoir politique, économique, physique, de par la construction historique du patriarcat, et notamment de la forme capitaliste du patriarcat, d'une part, et d'autre part, les femmes qui, elles, dans cette société, sont défavorisées économiquement, politiquement, physiquement. Et donc, évidemment, il y a un contexte propice à la domination sexuelle. Et cette domination sexuelle, sa particularité, c'est que c'est à la fois le cœur de la domination patriarcale, de la domination masculine, parce que c'est finalement, presque on pourrait dire, le moment ou l'espace où les femmes peuvent être appropriées le plus complètement par les hommes. Et ce qui fait que, pour reprendre les termes de Monique Wittig, finalement, cette contrainte à l'hétérosexualité, elle rend possible la forme d'appropriation suprême du corps des femmes, qui est l'appropriation conjugale, l'appropriation maritale, où là, effectivement, le corps des femmes est à disposition ad vitam aeternam à son conjoint, quoi, ou du moins jusqu'à une rupture. C'est pour ça aussi que certaines féministes analysent le devoir conjugal, c'est-à-dire les relations sexuelles au sein du couple, comme une forme de travail domestique émotionnel. Alors, donc on a le travail domestique qu'on connaît habituellement, qui comporte l'éducation des enfants, mais aussi l'entretien de la maison. Et finalement, le devoir conjugal serait une forme poussée de ce travail domestique, qui en fait répondrait aux besoins, encore une fois, aux besoins des hommes, besoins encore une fois avec des guillemets bien entendu, contre l'altruisme des femmes qui devraient au moins donner, entre guillemets, ça à leur conjoint pour répondre donc à leurs besoins. Et finalement aussi pour... j'aime bien ce terme de travail domestique émotionnel parce qu'il résume bien le fait que c'est à la fois du travail, donc c'est une obligation mais aussi émotionnelle dans le sens où ça répond aux besoins émotionnels des maris. Et finalement, dans le travail domestique émotionnel, d'habitude, on place aussi l'écoute des hommes quand ils rentrent le soir après le travail et qu'ils ont besoin de déverser leur fiel contre leurs collègues, mais aussi les rassurer quand ils ont des doutes, etc. Enfin, tout ce qui, au sein d'un couple, est perçu comme normal, mais finalement est très genré, parce que quand les femmes essayent de faire pareil, elles n'ont pas d'écoute en face. Et dans le cadre sexuel, à mon sens, c'est très vrai, parce qu'on retrouve aussi le fait que les hommes auraient des besoins émotionnels de se sentir proches, toute l'idéologie de l'amour et du mariage, de se sentir proches de leur femme, au sein de l'acte sexuel, peu importe finalement si elles en ont envie ou pas. Et je trouve que c'est encore plus vicieux parce qu'intériorisé par beaucoup de femmes via l'injonction à l'orgasme et à une vie sexuelle épanouie qu'on retrouve encore une fois dans les magazines féminins, mais aussi dans les films hollywoodiens, etc. C'est-à-dire que finalement maintenant il ne faut pas simplement satisfaire les hommes, mais il faut aussi jouir. Et du coup, finalement, vu que les hommes ne sont pas forcément très attentifs à ça, on va prétendre qu'on a joui, et une injonction à la vie sexuelle épanouie, du coup les femmes vont intérioriser cela
Et plutôt que juste, entre guillemets, répondre aux injonctions de leur mari, elles vont tâcher de le faire au mieux. Finalement, l'obéissance sexuelle des femmes est complètement intériorisée, alors qu'avant, bon, je ne sais pas si c'était mieux, mais enfin, elle n'était pas autant intériorisée au sein du couple, au sein de l'idéologie du couple hétérosexuel. Et le truc, c'est que on sait que la coercition sexuelle favorise l'obéissance sexuelle future. Donc si les femmes subissent une coercition sexuelle et qu'elles l'intériorisent, dans le futur, on sait qu'elles auront plus tendance à obéir sexuellement. Et du coup, c'est une sorte de cercle vicieux qui va démarrer soit par les avances, la coercition présexuelle des hommes, mais aussi peut-être va démarrer par les femmes, les jeunes filles elles-mêmes qui, à 16 ans, vont savoir qu'elles doivent pratiquer une fellation pour avoir un copain ou garder leur copain. Et ensuite, elles vont avoir tendance à être plus obéissantes sexuellement. Oui, là, je pense que c'est quelque chose de fondamental dans finalement la mutation de la domination sexuelle entre les années 60, disons, et aujourd'hui. C'est que dans les années 60, finalement, c'était plutôt un modèle de la répression, finalement, c'est-à-dire il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant tel âge pour les jeunes femmes, même si elles en ont quand même. Et finalement, en gros, le modèle de la sexualité féminine à l'époque, c'était l'étoile de mer, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut se laisser faire par les hommes. Voilà, missionnaire, 3-4 minutes, et hop, voilà. C'est comme ça qu'on va garder son conjoint, son mari. Alors que maintenant, finalement, il y a une forme presque plus pernicieuse de la domination sexuelle, dont parle par exemple Ovidie dans À quoi rêvent les jeunes filles, un très bon documentaire sur ce sujet, où finalement on est passé de la répression, de l'interdiction de certaines pratiques, etc., à une norme. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire, d'une certaine manière, ce qui était interdit il y a 50 ans. Et encore plus, on est obligé de faire, mais on est obligé de prendre du plaisir aussi, ou du moins faire semblant de prendre du plaisir. Oui, exactement. On est obligé de faire semblant de prendre du plaisir parce qu'effectivement, on se rend compte que la libération sexuelle des désirs des femmes, même si effectivement elle a une réalité, on ne va pas dire qu'on est toujours dans les années 60-70 en termes d'affirmation des désirs des femmes, mais quand même dans une grande partie des relations conjugales ou même extra-conjugales, hétérosexuelles, on reste quand même largement dans une forme spectaculaire, avec... Voilà, on sait qu'il y a un pourcentage quand même relativement important de femmes qui simulent leurs orgasmes ou même simplement le plaisir, bon, qui est évidemment un imaginaire notamment véhiculé par la pornographie dont on parlera une autre fois. Je voulais simplement revenir sur une dernière chose qui manifeste, je trouve, dans le domaine de la sexualité, la différence entre la position des hommes, position dominante, et celle des femmes, qui a une position dominée, c'est le rapport aux dons. C'est-à-dire que les hommes utilisent les dons, les cadeaux, les invitations au restaurant, comme un don qui va manifester la supériorité économique et qui attend un contre-don qui est toujours le contre-don sexuel, alors que les femmes, elles doivent donner sans rien attendre en retour. Elles doivent donner un libre accès à leur corps, mais sans rien attendre en retour. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que les relations sexuelles conjugales sont des échanges économico-sexuels, mais au sein du couple. Finalement, les femmes sont redevables car les hommes ont de l'argent et du coup, enfin tendanciellement plus d'argent, etc. Et du coup, ce que tu disais, les hommes vont acheter l'accès au corps des femmes par le restaurant, par un cadeau, par un bijou, et les femmes en échange vont donner l'accès à leur corps. Et oui, du coup, les échanges économico-sexuels sont pas simplement, par exemple, le sexe tarifé ou la pornographie, mais bon, bien au sein du couple conjugal hétérosexuel aussi. Oui, ça c'est quelque chose de fondamental dont on parlera dans une autre émission qui sera plus consacrée justement à montrer qu'il y a un continuum des échanges économico-sexuels du mariage jusqu'au travail du sexe et que loin d'être opposés en réalité, d'une certaine manière, c'est les deux avatars finalement d'une domination sexuelle masculine. Qui prend des formes différentes, mais où finalement on peut difficilement dire que l'une serait meilleure que l'autre, simplement elles sont des formes différentes de cette domination. Quoique Beauvoir disait que finalement le travail du sexe c'était mieux que le mariage parce qu'au moins on était payé en échange. Voilà, effectivement. Et justement ça rompt avec cette logique du don, qui est une logique finalement qui, on le voit encore une fois, et pas forcément, contrairement à ce que par exemple certains anticapitalistes proches du Mauss, des théories de Polanyi, pensent que le don c'est merveilleux et tout ça. Le don est aussi fondamentalement une manifestation de pouvoir
pour les hommes ou une contrainte en fait des dominés, en l'occurrence des femmes. Voilà, donc on espère que cette émission sur la domination sexuelle masculine vous aura intéressé. On renvoie également donc à notre émission sur la culture du viol et on vous retrouve donc dans un mois pour une émission sur une autre domination sexuelle masculine qui est celle de l'inceste et de la domination sexuelle adulte plus généralement sur les enfants. Merci. L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radicale, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale. L'idéal de la femme blanche. Séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme. Mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique. Bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat.